Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre 19h dans lequel nous reviendrons ce soir sur le séjour marathon dans le territoire de Ramlati Ali, députée de la circonscription 1. La parlementaire a tenu samedi dernier dans sa permanence sa première conférence de presse. Le point dans cette édition. Également dans votre journal, le statu quo à la Colas, toujours pas de consensus entre direction et salariés. Des salariés qui ont reçu ce matin une fin de non-recevoir au conseil départemental. Bourahima Hamada et Moussa Ben Youssouf, délégués syndicaux de la CGTMA, sont les invités de la rédaction. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre JTM. De retour à Mayotte en fin de semaine dernière, Ramlati Ali, député élu de la première circonscription du département, a tenu sa première conférence de presse samedi dernier. L'occasion pour celle qui s'inscrit désormais dans la majorité présidentielle de revenir sur ses premiers pas dans l'hémicycle du Palais Bourbon, de dévoiler sa feuille de route et d'aborder les affaires qui fâchent. Le point d'ouverture de votre journal. L'île Ombouzy est une des 310 réserves naturelles de France et d'outre-mer. Cet habitat abrite des richesses terrestres et marines, mais outre ses beautés naturelles, la réserve possède une histoire mouvementée. Nous sommes partis à la découverte de cette île et de son histoire. Coup de projecteur au cours de cette édition. Le verdict est tombé pour des milliers d'élèves du département. Les résultats du baccalauréat 2017 ont été dévoilés ce matin. À cette occasion, nous étions du côté du lycée Younoussa Bamana pour vivre en direct ce moment toujours très particulier. Reportage. Son retour et sa prise de parole étaient très attendus dans le territoire. Ramlati Ali, député élu de la première circonscription du département, a tenu sa première conférence de presse samedi dernier. L'occasion pour celle qui s'inscrit désormais dans la majorité présidentielle de revenir sur ses premiers pas dans l'hémicycle du Palais Bourbon, de dévoiler sa feuille de route et d'aborder les affaires qui fâchent. Reportage. Depuis son élection, elle s'est très peu exprimée. C'est donc entouré de ses proches que Ramlati Ali a adressé ses premiers mots aux médias locaux lors d'une conférence de presse dans son quartier général. La députée de la première circonscription revient tout d'abord sur ses premiers pas dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Émouvant dans le sens où c'est quand même un endroit symbolique où je connaissais puisque je suis allée, mais bon, être soi-même le député, c'est quand même pas rien. Et le fait que je sois la première mahoraise à y aller m'avait précédé, ça a été quand même quelque chose de très fort. Ramlati, synonyme de première, en plus d'être la première femme députée du 101e département, la Pamandienne est également la première parlementaire mahoraise à intégrer le bureau du président de l'Assemblée nationale en tant que secrétaire, une des plus hautes distinctions collégiales. C'est la première fois que depuis qu'on a des députés à Mayotte, qu'on a un député qui siège dans le bureau de l'Assemblée nationale. Je pense que tout le monde ici comprend ce que c'est. Le quatrième personnage de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale. Je suis dans son bureau. Donc c'est le meilleur endroit pour pouvoir défendre Mayotte. Donc le travail, je l'ai commencé. Une entrée cependant gâchée par une polémique, celle du port de son châle dans l'enceinte du Palais Bourbon. Un débat surjoué d'après l'intéressé. La polémique a eu lieu à Mayotte et j'ai trouvé dommage que ce soit des Mahorais, parce que pour moi, des personnes qui vivent à Mayotte, ce sont des Mahorais qui prennent un kichali pour un voile. J'ai trouvé ça un peu gros, mais enfin, c'est la nature humaine. Autre feuilleton abordé, l'imbroglio du second tour des législatives. Son adversaire vaincu, Elad Chakrina, a depuis déposé un recours pour dénoncer des irrégularités dans les votes. De son côté, Ramlati Ali préfère tempérer. Il a fait appliquer la loi. Moi, j'ai un conseil juridique. C'est à mon conseil juridique de répondre au moment voulu. Notre guéguerre entre élus, ça ne concerne pas les Mahorais. Aujourd'hui, je suis le député de Mayotte. Je le suis et je l'assume à plein temps. Le travail a donc bien débuté pour la parlementaire. Et pour faire gagner Mayotte dans la République durant les 5 prochaines années à venir, Ramlati Ali a bien eu droit à la traditionnelle bénédiction religieuse, comme la coutume le veut dans l'île. Ramlati Ali qui a également profité de son très court séjour dans le département pour fêter sa victoire avec ses supporters à Congo.
Ils étaient très nombreux sur la grande place du village à célébrer la première femme députée de l'histoire de Mayotte, Ramlati Ali, qui depuis a rejoint Paris pour participer notamment au discours du président de la République Emmanuel Macron ce lundi lors du congrès de Versailles. Ce mardi, elle assistera à l'Assemblée nationale à la déclaration de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe. On en vient à présent sur l'insécurité scolaire. Pour rappel, durant 10 jours, le personnel du collège Ouvoua-Moja de Passamaïti a exercé son droit de retrait suite aux violences à répétition qui se sont produites ces dernières semaines au sein et aux abords de l'établissement. Après plusieurs rencontres avec le vice-rectorat, les agents et les parents ont décidé de cesser le mouvement afin de permettre à tous les élèves de 3e de participer à l'examen du brevet. Samedi dernier, de nouvelles bagarres ont éclaté à nouveau à la veille d'un grand doigt organisé par le collectif des citoyens révoltés de Mayotte. Le récit avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Parents d'élèves du collège Ouvoua-Moja, femmes leaders, Kodim, Adur, tous ces collectifs s'étaient donné rendez-vous à Passamenti dimanche matin dès 6 h. Des dizaines de personnes venues des 4 coins de l'île ont ainsi prié lors d'un grand doua pour le retour de la paix et de la sécurité à Mayotte. Au départ, il y a eu un petit collectif qui s'est mis à organiser des hijabs et sensibiliser la population. Mais aujourd'hui, nous sommes rendus compte que le phénomène de la violence, il est extrêmement répandu partout dans les établissements scolaires à Mayotte. Donc nous, en tant que parents, nous, en tant que grands frères, nous, en tant aussi que enfants, parce que nous avons nos parents aussi également, nous sommes assez touchés profondément dans notre amour-propre, dans notre dignité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui là. Donc ça nous touche à un point où nous ne pouvons plus rester comme ça, les bras croisés et observer ce qui se passe. Donc la notion de Amani Nahifad via Maoré, ça concerne tout le monde aujourd'hui, la paix et la sécurité. Donc toute personne, nous souhaitons et nous appelons à toute personne de se sensibiliser et venir se rapprocher du mouvement qui est créé aujourd'hui là et que nous pensons ou espérons que ne s'en sera pas d'ici tôt. Ce grand rassemblement citoyen représente une première pierre dans l'édifice de la lutte commune contre la violence. Même si pour le capitaine Chamassi, c'est avant tout au sein du cercle familial que les jeunes doivent apprendre le respect d'autrui. En voyant autour de moi des jeunes qui sont motivés, vous voyez ces jeunes-là, ce sont des jeunes la plupart qui viennent quand même de l'école coranique, donc qui viennent dans une école du civisme où ils acceptent d'apprendre pour pouvoir faire évoluer les choses. Donc il y a de l'espoir, nous devrons tous être ensemble pour faire en sorte à ce que les choses aillent dans le bon sens, pour éviter justement ces agressions qui sont dans certains établissements. Mais surtout, je pèse mes mots en comptant énormément sur l'éducation familiale. Parce que l'éducation familiale est la base de tout avant l'éducation nationale. C'est le pilier, c'est l'éducation familiale. Les parents doivent être à côté de leurs enfants. Ils doivent aider leurs enfants. Avant même de faire appel à l'aide de l'État ou de la collectivité ou des associations, ce sont les parents d'abord qui doivent prendre leurs propres responsabilités. Chacun doit en effet prendre ses responsabilités pour lutter contre ce fléau. Et pour cela, un seul mot d'ordre, l'unité. Nous souhaitons maintenant rassembler la population mahoraise autour de cette cause commune. Parce qu'il ne s'agit plus de celui qui vient d'ailleurs ou qui est d'ici ou de telle ou telle ville, mais de l'ensemble de la population mahoraise qui est touchée et concernée par ce phénomène de violence. Donc si tout le monde s'implique, c'est notre message aujourd'hui là, si tout le monde s'implique dans cette recherche de la paix et de la sécurité à Mayotte, dans nos établissements scolaires en particulier, je pense que le message à passer aujourd'hui, c'est l'unité et la solidarité face à l'adversité pour les Mahorais. J'ai de l'espoir parce que j'estime être parmi ceux qui sont très très optimistes et nous croyons à Mayotte, nous croyons à l'avenir de Mayotte. Je crois que c'est possible. Il faudra qu'on puisse être solidaires, soudés et travailler tous ensemble pour pouvoir changer les choses. Changer les choses avant qu'il ne soit trop tard, c'est bien là l'essence de ce premier rassemblement qui devrait en appeler d'autres dans les prochaines semaines. Et autre crise sociale qui touche l'île, elle concerne la Colas. 9e semaine de grève et toujours aucune avancée entre direction et salariés. Ce matin, les salariés de la Colas n'ont pas été reçus par les élus du conseil départemental. Et pour en parler ce soir, Bouraïma Amada et Moussa Ben Youssouf, délégués syndicaux CGTMA de la Colas. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'avez pas été reçus ce matin par les élus du conseil départemental. Est-ce que vous comprenez ?
Justement, nous on ne comprend pas justement pourquoi ils ne nous ont pas reçus. Et pourtant, nos questions étaient tout simples. Il y avait que 2 questions dont la population voulait savoir exactement poser ce genre de questions pour qu'il y ait une réponse. Donc la question numéro 1, c'était juste pour... nous voulons que le conseil départemental et les services de l'État nous donnent le bilan des marchés attribués à la COLAS. Ça, c'était la première question. Donc voilà, est-ce que ce genre de questions permet aussi à notre conseil départemental de fuir? Donc nous, on n'a pas bien compris le mépris et le refus déjà de se pavaner sur la porte des sorties et de se barrer sans recevoir la population. Donc la deuxième question était tout simplement que la population demandait au conseil départemental, au service de l'État, de suspendre les marchés et leurs attributions à la COLAS. Donc, est-ce que ces 2 questions dont la population voulait savoir, ce qui fait que peut-être qu'ils ont pris la fuite, sans qu'on sache le pourquoi? Bouraïma Amada, vous vous sentez abandonné après justement cette non-réception de la part des élus du conseil départemental? Bien sûr, moi je me sens abandonné. Parce que si on regarde bien, tous les marchés qui sont à Mayotte, c'est la COLAS qui les prend. Et toutes les autres sociétés sous-traitent avec la COLAS. Et comment ça se fait que le conseil départemental, il voit bien leur population en train de souffrir devant cette société et qu'ils ne bougent pas? On voit à La Réunion tous les autres départements. S'il y a un souci social comme ça, les élus bougent. Pourquoi à Mayotte? On était là-bas, il y a Sabahaddin qui était venu, le président, il nous a vus là. Mais il est parti, il a pris son sac, il est parti. Il y a Ben Issa qui était là. Il nous a vu, il a même discuté avec nous. Ce qu'il nous a demandé, Benissa, qu'on le réélu en 2021. Comme ça, il sera décisionnaire devant le conseil départemental, il va prendre des décisions. Mais ce n'est pas ça que nous on voulait attendre. On a des vieux. Ben voilà, on a des vieux qui sont à la COLAS depuis excitant. Nous, les jeunes, on vient. Il n'y a aucune évolution de la société concernant le Maoré. Nous, on demande une évolution de la société concernant le Maoré. Mais comment ça se fait que la société, il prend tous les marchés et l'argent investi ailleurs, mais pas ici à Mayotte? Il n'y a aucun Maoré qui est cadre dans la société. Salaire précaire, contrat précaire. Mais comment ça se fait-il que les élus croisent leurs bras? Il y a Hadji Mouhoko, on était une fois là-bas, il nous a dit qu'il y a des mallettes, des secrets au conseil départemental. Du coup, moi je dénonce ça. Il y a Hadji Mouhoko qui nous a dit qu'il y a des mallettes secrets qui se passent dans le conseil départemental. Vice-président du conseil départemental et conseiller de Banrabois. Oui. De Banrabois. C'est lui parce que nous, on l'a demandé que Boris Duverger nous a dit il nous donne 0,03 centimes et 0,02 centimes, mais le reste, il fallait qu'on ait le conseil départemental le demander. Nous, on est parti là-bas demander le reste. Parce qu'on a une collègue qui est à Métropole qui met la pression encore là-bas. Et là-bas, on lui a dit qu'il fallait voir localement à Mayotte là-bas de bloquer tous ces trucs-là. En attendant, monsieur, le mouvement continue. La semaine dernière, il y a eu des entretiens préalables. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, effectivement. Bon, la semaine dernière, il y avait des entraînements préalables. Pour 10 salariés, voilà, 5 délégués syndicaux et 5 délégués syndicaux et 5 ouvriers. Donc, la semaine dernière, il y avait 2 délégués syndicaux qui ont passé à un entretien et 3 ouvriers. Bon, les 3 ouvriers, ils ont tout simplement choisi de ne pas y aller. Donc, moi, j'y étais à cet entretien. Finalement, c'était des questions. Ils nous posaient des questions, justement, pour en savoir un peu plus de ce qui s'est passé à propos des accusations qu'on a eues au tribunal. Moi, je prends mon cas à moi. Ils m'ont posé juste des questions. Comme quoi, j'ai été condamné au tribunal parce que apparemment j'ai empêché un pompier de sortir un inspecteur qui était mis sous un véhicule ce jour-là. Et qu'alors ce jour-là, c'est vrai que j'étais sur le piquet des grèves, mais ce jour-là, j'étais en train de filmer. Je l'ai bien montré que ce jour-là, j'ai rien fait. J'ai tout filmé. D'ailleurs, il y avait la gendarmerie qui filmait aussi, s'ils veulent de preuves, ils peuvent les trouver. Donc, du coup, eux, ils m'accusent comme quoi j'ai empêché une personne. Moi, je leur ai dit, mais quelle personne? Il faut savoir qui. J'ai empêché qui?
Est-ce que c'est un pompier? Est-ce que c'est une personne? Et cette personne, est-ce que c'est l'encadrement? Je vais dire, est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est... voilà, c'est ça le problème qui s'est passé. Donc du coup, il me rapproche aussi sur certains trucs que j'ai dit à la télévision, ici au Kwezi, comme quoi, si la loi est insuffisante, la population fait recours à la violence. Apparemment, il me rapproche là-dessus, comme quoi j'incite les gens à aller casser ou bien à aller vandaliser quelque chose, je veux dire. Donc moi, à ces propos, justement, moi, j'ai dit à personne d'aller casser quoi que ce soit. Et puis il m'accuse aussi sur comme quoi j'étais sur les piquets des grèves et j'ai pas réagi par rapport aux grévistes qui étaient excités là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je leur ai dit, moi c'est vrai, j'étais sur les piquets des grèves, mais moi, j'ai empêché personne, moi, dans mon cas, j'ai empêché personne de rentrer ou de sortir de la société. Donc du coup, ils ont pris note. Ils m'ont dit tout simplement que voilà, dans les prochains jours, ce sera si on poursuit effectivement la poursuite de licenciement ou bien de toute façon, ils m'ont dit qu'ils me donneraient une réponse dans quelques semaines à venir. Alors, un communiqué a été également publié par l'intersyndicale CFSC, CGC, CFDT et FO. Alors dans ce communiqué, l'intersyndicale dénonce et condamne les actes de dégradation des outils de travail qui se sont multipliés dernièrement et en appelle justement à la responsabilité sociale de tous afin de retrouver sérénité et apaisement dans le dialogue social. Votre réaction par rapport à ça? Elle se joint justement à votre mouvement, Julien. Sylvain se rejoindra au mouvement. Moi, ce qui me concerne, moi, M. Moussa Ben Youssouf, moi, ce qui me concerne, je ne suis pas dans le petite guerre syndicale. Ça ne me regarde pas. S'ils veulent venir au mouvement, pour moi, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, nous, on a toujours appelé à ce qu'il y ait une intersyndicale, à ce que les autres syndicats nous rejoignent dans ce mouvement. Donc, s'ils veulent venir, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. Ils seront la bienvenue. Bouraïma Hamada, 9e semaine, vous êtes prêt à aller jusqu'où dans ce mouvement? Jusqu'à là où on peut récolter nos réplications. C'est tout. Jusqu'au bout? Jusqu'à obtenir revendication? Mais oui, jusqu'au bout. Quelle sera la suite du mouvement, messieurs? La suite du mouvement, de toute façon, on est toujours en grève. Donc, nous, on poursuit toujours le mouvement dans le calme, dans la sérénité. Donc, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait une satisfaction ou bien une réponse favorable vis-à-vis de salariés. Merci, messieurs, d'être passés par ce plateau. Merci. Une histoire à présent dans votre 19h, celle de l'Ilombouzi, un territoire classé depuis 2007 réserve naturelle nationale, première et unique réserve naturelle du 101e département parmi les 310 en France et en Outre-mer. L'habitat abrite des richesses terrestres et marines et outre ses beautés naturelles, la réserve de l'Ilombouzi se veut gardienne d'un patrimoine culturel riche et complexe. Découverte avec Adèle Laurent. Sur la barge, de la rocade de Mtsapere ou encore des côtes de Mamoudzou, de Dzaoudi, on peut voir l'Ilombouzi. Si cette réserve naturelle abrite des richesses terrestres et marines, elle a également abrité des hommes, notamment entre 1930 et 1955, où l'îlot accueillait des lépreux. Derrière moi, on a ce qu'on appelle à tort la léproserie de l'îlot Mbouzi. Ce n'est pas vraiment la léproserie, en fait il s'agit d'une bâtisse qui a été réhabilitée par la Légion étrangère en 91 et qui a servi à différentes activités dans les années 90, début 2000. Elle s'appelle léproserie parce qu'en fait, cette bâtisse a été créée sur les vestiges de l'ancienne léproserie de l'îlot Mbouzi. Mais la léproserie, il faut savoir qu'il y avait ce bâtiment et qu'il y a tous les bâtiments alentours. Et tout autour de ce bâtiment, il y avait aussi tout ce qui était les terrasses des lépreux. On décomptait dans la première moitié du XXe siècle environ 150 lépreux qui venaient de Mayotte mais également des Comores. Et qui dit présence humaine dit impact environnemental. Ces 150 personnes avaient besoin de vivre, de se nourrir, donc il y avait du pastoralisme, on élevait des chèvres, il y avait des troupeaux, on faisait des cultures. Donc l'île a été complètement, on va dire, soumise à la main de l'homme, à l'exception d'un certain nombre de parties de l'île qui sont trop abruptes, trop rocheuses pour être mises en valeur d'un point de vue agronomique. Après le départ des lépreux à la fin des années 1950, l'île a ensuite connu une forte exploitation agricole par les habitants de grandes et de petites terres jusque dans les années 90 pour ensuite laisser place à un reboisement spontané suite à l'arrêt total de cette activité.
L'îlot des Chèvres s'est également fait connaître en 2007 pour ses très nombreux maquis importés par l'association Terre d'Asile et dont la présence était ensuite considérée comme invasive. Depuis, la population a été régulée grâce à un programme d'action concertée. À l'heure actuelle, il ne reste plus que 140 maquis répartis sur l'ensemble de l'île. Ils avaient adopté il y a quelques années, dû à une association qui nourrissait les maquis, un caractère qui n'est plus naturel. Et on revoit maintenant les maquis se disperser sur l'îlot, refaire des familles d'une petite dizaine d'individus et réadopter un caractère de méfiance par rapport à l'homme et se nourrir des plantes, des diverses plantes qu'ils rencontrent sur l'îlot. Et si l'on trouve une végétation abondante sur cette île, on y trouve aussi des déchets. Située à proximité des deux plus grands complexes urbains de Mayotte, elle représente un enjeu paysager et écologique majeur et joue également le rôle de sentinelle dans un contexte où les pressions sur l'environnement sont multiples. On fait beaucoup de sensibilisation, on fait du nettoyage terrestre et du nettoyage marine, mais toujours il faut que les gens soient sensibilisés par rapport aux déchets, recycler les déchets, mettre les déchets à la poubelle, parce que tant que sur Grande Terre cela ne sera pas fait, du coup nous on va toujours se retrouver avec les déchets. Et cet îlot est accessible par tous, sous peu d'accepter les règles propres aux réserves naturelles. Car malgré son histoire chargée, ce territoire abrite de nombreuses espèces endémiques de l'île, dont le dernier reliquat de forêt sèche primaire en voie de disparition à Mayotte. Le territoire d'Mbouzi est un très bon exemple de recolonisation naturelle, spontanée, à base d'espèces endémiques de Mayotte ou de flore indigène. Donc c'est aussi un laboratoire d'études des capacités finalement de cicatrisation, de restauration naturelle de milieux qui ont été dégradés par l'homme. Un territoire qui présente un enjeu environnemental considérable et qui attire l'intérêt de nombreux experts environnementaux. Histoire mouvementée de l'îlot Mbouzi, comme vous avez pu le voir à travers ce premier reportage, mais depuis 2005, les 82 hectares de la partie terrestre et les 60 de la partie marine sont protégés. L'île fait désormais l'objet d'observations sur le terrain et d'études scientifiques. Une réalisation cartographique des habitats de l'île est menée par le Conservatoire botanique national de Mascarin. Les enjeux de l'un des plus grands îlots entourant l'île au parfum dans ce reportage d'Adèle Laurent. Avec ses habitats coralliens, ses 14 espèces de plantes et ses 8 espèces de fleurs remarquables et protégées, son reliquat de forêt sèche primaire et sa faune spécifique, la réserve naturelle de l'îlot Mbouzi attire la curiosité des professionnels du milieu. On a plusieurs études, des suivis et des études que l'on réalise pour préserver tout d'abord la flore patrimoniale de l'îlot, mais également la faune. Donc on a des études sur les chauves-souris, sur les oiseaux, sur les maquis, les reptiles également. Plusieurs études sur tout ce qui est faune et flore marine, donc les coraux, les algues et un certain nombre de poissons. Là, par exemple, cette année, on vient de découvrir 3 nouvelles espèces de poissons qui sont des nouvelles espèces pour Mayotte. Un site naturel remarquable. Et l'îlot fait actuellement l'objet d'une étude souhaitée par la réserve. Elle a pour cela mandaté le Conservatoire botanique national de Mascarin et notamment l'expert botaniste Vincent Boulet. Leur mission, réaliser un relevé et une cartographie des habitats naturels de l'îlot. C'est important de connaître les habitats, c'est pas seulement d'en connaître les types, bien évidemment, mais aussi c'est d'en connaître la répartition, d'où le travail actuel de typologie et de cartographie de la végétation et des habitats de Mbouzi. Un certain nombre d'espèces n'existent quasiment plus que sur Mbouzi. C'est le cas d'une petite rubiacée qui s'appelle Crémocarpon boivignanum, dont il ne subsiste d'ailleurs que quelques pieds sur l'île de Mbouzi et qui a quasiment disparu partout ailleurs à Mayotte. Ce sont des plantes qui sont endémiques de Mayotte pour la plupart, d'autres sont endémiques des Comores, donc ça fait vraiment partie du patrimoine comorien, du patrimoine mahorais, et donc c'est quand même très important de pouvoir le conserver. Reliquats de forêt sèche, vanille de Humblo, hibiscus et ébène des Comores,
Ou encore baobab africain. Et la partie terrestre de l'îlot présente un enjeu botanique majeur. Sébastien Traclé, du Conservatoire botanique national de Mascarin, nous en dit plus. On découvre de nouvelles espèces, donc ça nous permet à nous d'avancer dans nos connaissances sur la flore de Mayotte et plus spécifiquement sur cet îlot. Le but, ça va être d'améliorer la connaissance pour pouvoir les conserver, parce qu'en général, ce sont des espèces qui sont menacées, puisque très rares. Et pour conserver, il faut d'abord connaître. Cette cartographie servira en effet d'outil de gestion à la réserve naturelle, leur permettant ainsi de localiser et de lutter contre les plantes invasives plus efficacement, mais aussi de mieux situer les espèces rares pour mieux les protéger. Et la réserve naturelle compte bien utiliser cet outil afin de sensibiliser davantage les Mahorais et les scolaires. L'expert botaniste de la réserve nous en dit plus. Les gens commencent quand même à découvrir et à s'approprier l'îlot. Donc nous, on a tout intérêt à savoir quels sont les endroits où il faut vraiment passer, voir si ces habitats-là sont toujours respectés, où ils ne sont pas détruits. Mais en tout cas, c'est une façon globale de voir un peu la réserve, comment elle est positionnée. Des plantes qu'on ne retrouve que sur la réserve, c'est génial, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir déjà voir ces plantes-là. Un îlot d'une richesse naturelle exceptionnelle et qui réserve encore bien des surprises. 19h25 sur KTV, merci d'être avec nous. Séquence d'émotion en fin de journal pour les 3611 candidats mahorais. Les résultats du bac ont été affichés ce matin. Sourires et larmes étaient au rendez-vous dans tous les établissements du département. Mais avant, état des lieux du reste de l'actualité de ce lundi 3 juillet avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le mouvement de grève des sapeurs-pompiers de l'aéroport se poursuit. Les soldats du feu continuent de réclamer le versement d'une prime prévention péril animalier dans le cadre de leur mission qui consiste à effrayer les animaux aux abords des pistes. Néanmoins, cette prime leur est pour leur refusée par leur direction. De quoi faire réagir l'Union départementale Force ouvrière qui s'est exprimée en ces termes dans un communiqué. Suite au mouvement de grève des pompiers de l'aéroport, le niveau de protection requis pour l'envol et l'atterrissage des aéronefs des compagnies Air Austral, Corsair et XL, qui normalement devrait être de 8 ou 9, est resté depuis mardi dernier au niveau 5. Nous tenons à préciser que le niveau actuel de protection ne devrait pas permettre l'envol et l'atterrissage des aéronefs de type moyen et long courrier. A noter que dans la journée, le niveau est tombé à 1, soit le plus bas niveau de protection. La 34e édition de la course de pneus aura ravi petits et grands samedi. Le départ a été donné devant la MJC de Mtsapéré et tous les participants ont dû franchir la ligne installée sur la place de l'ancien marché. Chez les hommes, les vainqueurs portent bien leur nom, puisqu'il s'agit du groupe Les Vainqueurs qui devance les 5 Schumacher et les 5 Mousquetaires. Dans la catégorie Big Mama, les heureuses gagnantes portent le nom de leur course et l'ont emporté devant les Big Mama du collège et les Big Mama de Hantou. Chez les filles, les Garfield ont battu les petites chatouilleuses et les tortues. Dans la catégorie gros pneus, ce sont les Wa gros pneus qui terminent en tête, suivis par les Dopages et les futurs gros pneus. Enfin, chez les enfants, pour les filles, Zora Aida l'a emporté, tandis que du côté des garçons, Farad s'impose pour la 2e année consécutive. Rendez-vous est désormais pris dans un an pour la 35e édition de l'une des plus belles courses du monde. Bonne nouvelle dans le domaine de la téléphonie mobile locale. À partir d'aujourd'hui, les bureaux de poste de Mayotte proposent l'offre de téléphonie mobile prépayée, la Poste Mobile. Cette offre se présente soit sous la forme d'un kit carte SIM à 5 €, soit sous la forme d'un pack contenant une carte SIM et un téléphone mobile avec 3 modèles proposés. En complément, les clients possèdent une large gamme de recharge qui démarre des 3 €. L'offre est disponible dans l'ensemble des bureaux de poste de l'île, tout comme les recharges qui seront commercialisées dans l'ensemble des bureaux de poste de Mayotte, ainsi que dans plus de 600 points de vente d'Ouka partenaires. Par ailleurs, la Poste Mobile et SFR viennent d'étendre leur partenariat pour lancer à Mayotte cette première offre prépayée. Avec nous sur ce plateau, nous a rejoint sur ce plateau Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Très rapidement Pierre, direction Pamandi où un consensus semble avoir été trouvé entre les pompiers de l'aéroport et la direction. Un accord devrait être signé
Effectivement, dans les prochaines minutes, on attend effectivement l'officialisation, mais un protocole d'accord est sur le point d'être signé. En tout cas, voilà, il y a eu des accords de trouver concernant notamment cette prime. Alors, ça sera probablement pas une prime PPA telle qu'on la connaît sur les autres départements, mais en tout cas, il y aura une prime qui équivaudra plus ou moins à 490 €, pas loin de 500 € par an. Donc voilà, sur un mois c'est peu, mais sur l'année c'est vrai que ça fait une prime conséquente. On va suivre de très près, mais logiquement tout devrait rentrer dans l'ordre. À noter qu'effectivement, comme ça a été dit dans les brèves, on était passé au niveau de sûreté 1, soit le plus bas, et logiquement plus aucun avion n'aurait pu décoller et atterrir dès aujourd'hui. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle. Merci Pierre pour ces précisions. Ce lundi, l'heure du verdict avait sonné pour les 3611 candidats du baccalauréat. Les résultats du premier groupe sont donc tombés avec, comme à l'accoutumée, beaucoup de joie, mais également de déception. En effet, après le premier tour, le taux de réussite en filière générale est de 52,5%, soit 0,3 points en dessous du taux de l'année passée. Direction le lycée Younoussa Bamana à Mamoudzou, où Pierre Bellucci et Leslie Vimenet ont pu se remémorer certains souvenirs heureux ou douloureux à l'annonce des résultats. Ils étaient des centaines à attendre devant les portes du lycée Younoussa Bamana ce matin. En effet, l'heure du verdict avait sonné pour des milliers de lycéens du département. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que joie et stupéfaction se mêlaient dans les rangs des néo-bacheliers. Je ne m'y attendais pas du tout, franchement non. Je pensais ne pas l'avoir cette fois-ci. Mais alhamdoulilah, Rob dans la mine, je l'ai. Je suis un peu sur le choc, j'arrive pas à sourire, j'arrive pas à pleurer, c'est un peu compliqué. Mais c'est bien. Je suis trop contente, je m'y attendais pas, j'ai eu avec mention très bien, franchement je suis fière de moi, j'ai rendu mes parents fiers, franchement je suis trop contente, trop d'émotions en moi. Je suis trop heureuse, j'ai vu mon nom, je suis admise, je peux dire que là je suis bachelière et tout, j'ai vraiment bossé dur, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai révisé, j'ai pas arrêté, franchement je suis fière de moi aujourd'hui, je suis fière de rendre fière ma mère et tout. Rendre fière sa famille, ce matin nombreux sont les parents ou autres frères et sœurs à être venus sur place pour vivre en direct ce grand moment de joie et de partage. Je suis là, je suis venue regarder le résultat du baccalauréat pour ma petite sœur. Elle passait le baccalauréat série économique et sociale. Et là, je suis surprise parce qu'elle l'a obtenu. Enfin, je suis surprise, je suis contente pour elle. Elle n'est pas là aujourd'hui et j'espère qu'elle est fière d'elle et je lui souhaite très bonne continuation pour la suite. J'attendais pas ça, mais voilà, je l'ai eu. Parce que j'étais même pas venue regarder, j'étais à la maison et je vois des appels, on me dit t'as eu, j'ai dit je sais pas. Après je suis venue regarder, là je vois, je suis très heureuse, c'est tout. Je suis très content d'avoir eu les nouvelles que ma fille a eu le bac direct. Parce que franchement tous les soirs il ne dort pas jusqu'à 2 h du matin à étudier, à faire des efforts. Donc je suis très content pour elle et la suite de tout, je suis content. Après l'annonce des résultats, de nombreux élèves se projetaient déjà sur la suite, à savoir la poursuite des études dans le supérieur. Après le bac, là, on va aller à l'université, certains vont faire un BTS, d'autres des écoles supérieures façon. Et après, c'est un sentiment même envers la famille. Ils seront contents parce qu'ils auront dit que ouais, on a investi pour notre gosse et voilà, il a eu son bac. C'est un réconfort. C'est le passage vers un nouveau stade de ma vie parce qu'au final on va faire les études supérieures, on va spécialiser dans des choses qui vont déterminer notre métier plus tard. Donc du coup je pense que ouais, c'est un vrai stade dans notre vie à atteindre et après ça on va être un petit peu plus autonome, grand, adulte et je pense que ça nous prépare un petit peu au monde adulte aussi parce qu'il y en a qui l'ont pas, il y en a qui l'ont et ouais, c'est un passage dans notre vie. Ouais. Un passage réussi mais loin d'être une fin en soi. En effet, le plus dur reste à venir, même si pour l'heure tous ces néo-bacheliers vont pouvoir profiter de vacances bien méritées. Félicitations à tous les bacheliers et courage à ceux qui passent pour le second tour. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Khaled et la team K-Sport pour vous servir l'actualité sportive locale. Retrouvez l'actualité mahoraise sur l'infoquesi.fr. Retour de l'information sur KTV demain dès 6 h avec le journal radio de Pierre Bellucci, suivi du trio de la matinale. Pour ma part, je vous donne rendez-vous avec plaisir à 19 h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Bonne soirée à tous sur Quesi.